Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les substrats. Je vais en plus vous faire un petit coup de gueule. Alors j'en avais déjà fait sur Instagram sur les coups de gueule et là ça tombe bien, là je vais en faire un sur YouTube. Donc comme ça les gens pourront les voir hein, parce que en gros voilà. Alors sachez que à l'heure actuelle j'avais fait le coup de gueule sur Instagram puisque j'avais remarqué que beaucoup de comptes repiquaient mes substrats, parfois complètement, parfois en modifiant un petit peu les proportions de mes mélanges ou tout ça. Alors je vais pas m'attribuer la paternité et la maternité exacte de mes substrats, mais sachez que voilà, moi en ce qui me concerne, il y a un véritable travail derrière. Donc c'est à dire que j'ai lu, et non, je suis pas horticulteur de base, c'est à dire que avant de me lancer dans mes pottings, il a fallu, c'est un peu comme dans la santé, vous pouvez pas commencer à injecter des trucs aux gens sans savoir ce que vous injectez, et il vous faut un diplôme. En sachant que j'ai pas le diplôme, il a fallu que je me renseigne quand même sur les composants de mes substrats. Et donc du coup, je me suis frappée, mais vraiment frappée. Plein de sites en ligne, donc ça vous pouvez les retrouver, la plupart sont en anglais. Donc je vous ai mis les noms, je vous les mettrai en barre d'infos. Par exemple, vous avez l'Atlantic Canadian Organic Regional Network, où vous pouvez retrouver un petit peu l'utilisation de la tourbe et tout ça. Donc il y a pas mal d'études qui sont répertoriées. Il y a le Grubinger qui voilà, où vous pouvez retrouver les pottings pour ceux qui font pousser des plantes en pot. Il y a l'Ontario, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Donc c'est un guide de la floriculture en serre. Donc ça voilà, ce sont que des articles qui sont en anglais, qui sont disponibles en ligne. Donc du coup pour ceux qui veulent un petit peu retrouver toutes les informations que je vous donne, vous pouvez les retrouver là-dessus. C'est ma bibliographie en gros. Donc du coup voilà, il y a beaucoup de travail derrière, donc ça s'est fait en plusieurs semaines, donc c'est à dire que je les ai pas lus en 2 jours hein. Donc il y a tout le travail voilà sur les différents éléments de mes pottings là-dessus. Donc ça représente quelques heures, même beaucoup d'heures. Ensuite il y a les tests, donc c'est à dire que j'ai flingué des plantes pour les tester. Donc c'est-à-dire c'est pas sur une plante que j'ai testé, hein, c'est généralement sur une dizaine, une vingtaine et sur plusieurs types. C'est-à-dire que je vais tester sur Syngonium, sur Monstera, sur Pothos, sur Philodendron, sur n'importe quel, sur Anthurium, enfin bref, pour voir ce que ça donne. Sur Alocasia par exemple, et pour voir comment le potting fonctionne, s'il faut faire des réajustements ou pas. Et c'est comme ça que je sais les pourcentages. Vraiment, je travaille mes pourcentages comme ça. Et il y a des petits malins, voilà, qui c'est comme s'ils crachaient à la gueule de mon travail, mais vraiment, hein, c'est ça, hein, en reprenant mes substrats et puis voilà, ils les distribuent allègrement en disant bon bah voilà, j'écris ça. Non, non, c'est pas parce que tu changes quelques pourcentages que voilà, alors qu'il y a un an tu t'occupais pas de plantes. Donc du coup c'est très énervant pour moi, et en plus quand vous commencez à me comparer à eux, je trouve que on n'a rien de comparable, vraiment hein, vraiment. Enfin soyez pas vexés hein, mais c'est pas que voilà, essayez de trouver quelqu'un qui a plus de 2000 plantes qui vous parle de ces plantes régulièrement tous les jours. Donc c'est à dire que voilà, j'ai réellement plus de 2000 plantes. Quand vous avez des gens qui ont moins de 100 ou voilà, moins de 200 plantes, sachez que ces gens-là ne peuvent pas vous créer des pottings. C'est-à-dire que c'est des pottings faits au hasard. Parce qu'ils ne les ont pas testés en fait. Ils ne peuvent pas les tester, ils n'ont pas suffisamment de plantes. Donc du coup, ils s'inspirent du travail des autres. Et c'est ça. C'est qu'ils se sont inspirés de mon travail pour créer les leurs. Et c'est hyper agaçant pour moi. Mais vraiment, c'est hyper énervant. Puisque, voilà, je suis pas une base de données. Je suis pas là pour vous faire de la notoriété. Je suis pas là pour... voilà, je suis juste là pour vous aider à faire pousser vos plantes. Donc, soit vous dites merci et inutile de me taguer. J'ai même pas besoin que vous me taguiez. Mais ne me piquez pas. Mes substrats, ce sont les miens. Et oui, je vais m'attribuer la maternité et la paternité de mes substrats. Je me suis fait quand même engueuler par quelqu'un en disant arrête de t'attribuer la paternité des substrats. Et je vais te dire que si, je vais le faire. Je vais le faire. Le substrat harassé dans un tuteur, il
n'y avait que moi pour le penser. Donc, du coup, c'est moi qui l'ai créé. J'ai pas honte de le dire, j'y ai pensé, je l'ai fait. Perlit de vermiculite avec un tiers d'eau au fond, c'est moi. Que vous dire? Je le distribue gratuitement, généreusement, et il y a des gens qui vous remercient en vous crachant à la figure. Ok. Alors que vous savez très bien que ces gens-là, ils n'avaient pas de plantes il y a 2 ans, quoi. Enfin, faut arrêter. Et qui vous suivent de façon assidue. Et que voilà, enfin... c'est pitable, puis, enfin, c'est pitoyable et c'est vraiment minable. Voilà. Donc du coup, il y a pas beaucoup de youtubeurs qui feront ce genre de coup de gueule. Mais moi, sachez que je suis pas du genre à tendre ma joue. Donc du coup, je vais les démonter. Je suis pas gentille. Je suis loin d'être gentille. Donc c'est-à-dire que mon travail, c'est mon travail. C'est-à-dire que si vous voulez créer vos pottings, cette vidéo, elle est là pour vous. Donc c'est-à-dire, allez-y, allez voir ces sites, faites vos pottings et ensuite faites votre notoriété avec ce propre potting que vous avez créé, avec votre petite main et avec les plantes que vous avez tuées à cause de ce potting qui peut-être ne marchera pas. Un autre des trucs qui m'agace, c'est que justement ces gens donnent mes pottings avec pas les bonnes proportions, pas les bons éléments. Généralement, par exemple, juste un exemple, hein, genre 40 ou 50% d'écorce de pin au lieu que ce soit du coco. Et moi, je vous dis toujours coco, ça a bien une spécificité. Pourquoi je vous dis coco? Tout simplement parce que l'écorce de pin, c'est de l'écorce vieillie et que l'écorce vieillie ne retient pas l'azote. Voilà, c'est pour ça que je vous dis écorce de coco, puisque c'est de l'écorce fraîche et qu'elle retient plus l'azote. Donc du coup, vos plantes sont beaucoup plus en croissance. Et donc du coup, ça m'énerve quand je vois des plantes en dénutrition complète et qu'on me dit je ne comprends pas, ma plante va pas bien. C'est quoi le potting? C'est ça, c'est 50% de pain. Ah oui, qui t'a dit de faire ça? Ouais, ok. Et là, oui, vous vous rendez compte que c'est juste un pompeur de substrat. Et là, vous lui expliquez. Non, alors l'écorce de pin ne retient pas l'azote comme le coco, n'a pas le même pouvoir que le coco de rétention. Donc oui, c'est pour ça que ta plante, elle va mal. Ça ne veut pas dire n'utilisez pas l'écorce de pin. Ça veut dire que sur une certaine proportion, vous ne pouvez pas l'utiliser. À plus de 10-30%, l'écorce de pin va faire tout le job inverse. Donc c'est pour ça que je n'aime pas l'écorce de pin. Ça, j'arrête pas de le dire en MP. J'aime pas trop l'écorce de pin. Essaye de remplacer par du coco et tout ça. Mais voilà. Donc en gros, je me retrouve à aussi gérer les problèmes de ces plagieurs, en gros. Hein, puisqu'ils plagient mes substrats, ils donnent les mauvais mélanges, les mauvais pourcentages, les mauvais composants. Et donc du coup je me retrouve avec une plante mal en point et quelqu'un qui fait SOS vient m'aider parce que ma plante elle va mal. Et là vous êtes là, d'accord, je vais encore perdre du temps sur quelque chose qui aurait été beaucoup mieux géré si la personne avait dit bon bah en fait j'ai juste pompé son substrat, je l'ai un petit peu fait à ma sauce, mais je sais pas comment il fonctionne réellement, donc va la voir elle saura t'expliquer. C'est pas compliqué bordel. Enfin bref. Donc voilà, le coup de gueule a été assez long, 8 minutes, je pense que c'est suffisant. Mais bon, sachez que voilà, ça ne me plaît pas du tout que vous me compariez à ces gens, puisque ces gens, ils n'ont pas la crédibilité, on va dire, voilà, pour dire oui, bah je crée mes propres pottings, je le fais depuis des années, j'ai tué plein de plantes pour ça, j'ai lu 200 000 articles sur les différents composants. Non, 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 ces gens-là, non, non, non. Rien de tout ça, ça je vous assure. C'est ah oui elle a fait ça, bon bah on va un petit peu mélanger, on va faire un petit peu différemment et peut-être que ça va marcher. Donc à pouf. Donc voilà. Sur ce je m'arrête là et aujourd'hui je vais vous parler de cette vidéo sur les terreaux. Donc les terreaux, pas exactement les terreaux, mais voilà sur les différents types d'éléments que vous pouvez retrouver sur les terreaux, leurs principaux avantages, leurs principaux inconvénients et comment vous pouvez les utiliser. Donc on va commencer, j'ai fait une petite note parce que c'est assez long, donc ça va être une vidéo très très longue. J'ai pas tout repris puisque c'est un petit peu chiant de tout vous faire et que vous connaissez parfois pas tous les éléments. Donc du coup on va reprendre uniquement les gros que je vous ai distribués sur mes différents substrats.
Donc on va commencer par la tourbe. Donc la tourbe dont je vous ai parlé en long, en large et en travers, que j'adore, que j'utilise régulièrement. Sachez qu'il existe des substituts puisque la tourbe, c'est loin d'être écolo, c'est pas une ressource renouvelable. Donc du coup ce serait bien qu'on essaye de créer un espèce de substitut. Je sais qu'il en existe sur le marché. Par contre les prix sont pas encore hyper compétitifs et c'est pas aussi largement distribué que la tourbe. La tourbe, elle provient de la sphaigne en fait qui s'est dégradée. Il existe différents types de tourbes, donc tourbe blonde, tourbe brune, tourbe noire, et celles-ci en fait elles sont qualifiées entre guillemets en fonction de leur âge de décomposition. Donc ce sont des tourbières en fait, et donc du coup des tourbières il y en a de moins en moins. Donc vraiment c'est comme le pétrole, c'est une ressource non renouvelable. Sachez qu'il faut des millions d'années pour obtenir une tourbe noire. Voilà, comme ça vous le savez. Donc vous n'êtes pas écolo quand vous utilisez de la tourbe. Et voilà, je le dis, je ne suis pas écolo. Donc j'attends avec impatience qu'on nous crée un substitut à la tourbe. Même si voilà, ça existe, mais c'est pas disponible chez nous encore. Enfin, pour moi à La Réunion, ça l'est pas. Mais si j'avais un substitut, croyez-moi, je foncerais l'acheter. En gros, la tourbe, c'est un terreau, donc c'est la tourbe de sphaigne, qui a un excellent drainage, donc c'est-à-dire que l'eau s'écoule très très bien, et une excellente porosité. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein d'air dedans, tout simplement parce que c'est pas très compact quand quand vous l'arrosez. Voilà, c'est ça la porosité, c'est lorsque vous arrosez le truc qui se compacte ou pas. Et ben là, il a une excellente porosité et un excellent drainage, donc ça s'écoule assez facilement. Donc ça c'est l'avantage de la tourbe. Ensuite il a une super capacité de rétention en eau et en humidité, donc c'est à dire qu'il est capable de retenir beaucoup l'humidité puisque ça découle de la sphaigne et de vous la redistribuer aux racines. Donc ça c'est parfait. Donc ça c'est ce qu'on demande généralement à la plupart de terreaux, notamment pour les arasser. Donc ça jusque là la tourbe elle a tout bon. L'inconvénient c'est que au moment où ça sèche, c'est l'enfer pour la réhumidifier. Donc déjà il y a deux inconvénients. L'assèchement. Donc l'assèchement, la tourbe elle met énormément de temps à sécher, ce qui est complètement normal puisque je vous ai dit que ça retenait beaucoup d'eau. Donc si vous commencez à jouer avec de la tourbe, mais sachez que le temps de séchage, il va être multiplié par 2, 3. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'utiliser des terreaux de pas très bonne qualité et que vous êtes en train de jouer avec de la tourbe, tout d'un coup, ne restez pas sur l'arrosage tous les 2 jours, tous les 3 jours, puisque la tourbe, elle va retenir beaucoup plus l'eau. Donc là, il va falloir peut-être doubler votre temps de séchage. Donc c'est ça l'assèchement de la tourbe qui est plutôt longue, mais du coup ça va vous faire des économies d'eau. En gros, on en arrive là. Ensuite, un des autres inconvénients, c'est de remouiller la tourbe. Sachez que la tourbe, c'est un peu comme une éponge. Lorsqu'elle sèche, elle se recompacte. Mais alors recompacte, hein, c'est vraiment un bloc, ça te redevient un bloc. Donc ne la laissez jamais complètement sécher. Moi je vous l'ai dit, lorsque la tourbe en fait elle commence à se décoller des bords, c'est le moment de l'arroser, c'est votre indicateur. Donc c'est à dire que la tourbe elle va pas être sèche en surface comme vous l'entendez la plupart du temps, c'est que vraiment elle ça va se compresser à l'intérieur, vous verrez tous les bords se décoller et là ce sera le moment d'arroser. Ça veut dire que la plante elle a pompé l'eau qui était à l'intérieur et que la tourbe elle est en train de se rétracter parce qu'elle est en train de sécher. Donc si vous utilisez des terreaux organiques avec énormément de tourbe, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que vous vous êtes beaucoup planté sur les arrosages parce que vous avez juste attendu que le haut sèche, alors qu'en fait il faut vraiment attendre que ça commence à se rétracter. Pour la réarroser la tourbe, généralement, moi j'utilise le système par capillarité. Donc c'est-à-dire que je pose une soucoupe d'eau pleine d'eau au fond et j'attends que le terreau se réimbibe complètement. Donc voilà, même le système d'arrosage est différent. Si vous arrosez que par le dessus, sachez qu'il peut y avoir des poches au-dessus, enfin dans le terreau qui restent encore bien sèches. Et donc du coup, toutes vos racines ne sont pas réimbibées correctement. D'où le souci de la tourbe sur le réarrosage, sur le remouillage et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, voilà, la tourbe, c'est pas quelque chose avec quoi on peut jouer tout de suite. C'est vraiment, il faut avoir l'œil dessus, il faut avoir l'expérience et au bout de quelques mois, généralement, ça match. Mais c'est pour ça que vous avez eu énormément de difficultés avec la tourbe et que j'ai modifié mes mélanges en vous faisant mettre du terreau de rempotage type organique qui contenait plus de matière sèche, donc plus facile à gérer pour vous sans avoir forcément les inconvénients de la tourbe.
Alors après, le problème de la tourbe, c'est son pH aussi. Donc le pH, il est hyper acide. Donc vous pouvez trouver de la tourbe pure avec un pH à 4, ce qui est beaucoup trop acide pour nous. Sachez que la plupart des jardiniers qui utilisent de la tourbe, ils utilisent de la chaux justement pour essayer de remonter le pH, surtout si vous l'utilisez pur. Mais moi, ce que je vous conseille justement, et c'est ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé à du coco. Donc vous pouvez le mélanger à du coco ou à du terreau de rempotage un petit peu plus bas de gamme avec un pH beaucoup plus élevé pour remonter cette tourbe justement qui était de 4, 5 et de la remonter un petit peu à 5, 5, 6, 5 pour obtenir un pH beaucoup plus normal, on va dire, pour les plantes acidophiles. Et ça va rejoindre ma vidéo pH et conductivité que je vous ai faite, et voilà. Donc du coup, sachez que la tourbe pure, vous ne pouvez pas l'utiliser pure, elle doit toujours se mélanger. Donc ouais, par contre, c'est un super substrat, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, que la tourbe, ça marche super bien. Certains fabricants utilisent des agents mouillants dedans pour justement que la tourbe elle se compacte moins au moment de au moment de l'arrosage, en fait, ce soit beaucoup plus facile. Mais moi vraiment je vous conseille de la réarroser si elle est vraiment trop sèche, c'est de la réarroser par capillarité par le bas. Voilà. Ensuite, on va en arriver à la fibre de noix de coco. Vous m'en parlez souvent, est-ce qu'on peut remplacer par de la fibre de noix de coco? Oui et non. Donc, c'est-à-dire que la fibre de coco a ses avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Donc, du coup, la fibre de coco, vous l'avez compris, c'est une ressource renouvelable. Donc, du coup, parce que du coco, hein, il y en a tout le temps. Hein, donc, du coup, sachez que c'est de la fibre, des écorces de coco qui ont été, voilà, on a prélevé les fibres dessus et puis on en a fait du terreau, quoi, en gros. Donc ça, vous allez le voir hein, parfois sur les terreaux fibres noix de coco. Donc du coup, ça, je trouve ça très 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 bien puisque c'est un excellent substitut à la tourbe. Par contre, énormément, il y a ces petits inconvénients quand même. Hein. Donc là, cette fibre, le problème, c'est qu'elle a une beaucoup plus grande rétention en eau. C'est-à-dire que là, si vous galériez avec la tourbe, mais vous jetez pas sur la fibre de coco, clairement. Vous allez avoir vraiment du mal. Donc, sur la fibre de coco, excellente rétention en eau, excellente conductivité, donc contient déjà des fertilisants naturels. Donc, ça, c'est génial, hein, puisque ça veut dire que si vous allez émettre du NPK, vous n'êtes pas obligé d'amender, en fait, comme ce que je vous ai dit. Donc, ça rejoint la vidéo engrais et fertilisants. Donc la tourbe, elle, enfin la fibre de coco, elle, il n'y a pas besoin d'amender, contrairement à la tourbe, moi j'amende avec du bas de guano. Donc voilà, on en arrive, là vous en arrivez sur les précisions un petit peu des mélanges. Donc en gros, si vous utilisez de la tourbe de coco, inutile de mettre du bas de guano, il y en a déjà dedans naturellement. Ensuite, il y a un excellent drainage, la porosité c'est beaucoup moins que la tourbe, mais du coup c'est pas bien grave parce que vous allez rajouter de la perlite souvent avec, donc du coup c'est pas très bien, enfin c'est pas très grave, c'est compensé on va dire, et le pH est beaucoup moins élevé. Donc ça c'est génial puisque on sait que le coco généralement c'est un pH entre 5 et 5,5. Donc du coup vous êtes plutôt dans la bonne fourchette avec la tourbe de coco, contrairement à la tourbe pure de Sven. Donc du coup c'est un excellent substitut pour ça, pour sa rétention, pour le drainage, pour le pH, parce que c'est du renouvelable. Donc du coup, ça vaut le coup. Par contre, on en arrive aux inconvénients. Hein. Donc les inconvénients, c'est que c'est beaucoup plus cher généralement. Bah ouais, c'est plus cher. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus cher. Donc si vous reprenez au kilo de la fibre de coco et vous comparez à de la tourbe, je vous assure que parfois c'est le double du prix. Je comprends pas. C'est une ressource renouvelable. Vous devrez essayer de modifier ça, quoi. Clairement, il y a un gros souci quelque part. C'est peut-être dans le traitement, en fait. Je pense que c'est dans le traitement et le travail pour obtenir de la fibre de coco qui est peut-être beaucoup plus gros et qui nécessite peut-être beaucoup plus de travail, on va dire. En gros, je pense que c'est peut-être pour ça que c'est plus cher. Et ensuite, le problème de la tourbe de coco, c'est qu'il y a un niveau de conductivité électrique. Alors la conductivité électrique, je vous en ai parlé, c'est dans les pH et conductivité.
Donc c'est le degré de fertilisation, on va dire, dans le terreau. Donc du coup, il contient en fait un niveau de sel très élevé généralement. Et donc ça, c'est pas bon, on va dire, pour si vous voulez faire des boutures. Donc parce que quand vous avez un niveau de fertilisation hyper élevé, tout ce que vous faites, c'est cramer votre bouture. Donc du coup, c'est pas bon pour tout ce qui est bouturage, germination et tout ça. Il faut pas prendre de la fibre de coco. C'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Par contre, la tourbe, vous pouvez y aller, mais pas la fibre de coco. C'est vraiment, au niveau conductivité, on n'est pas bon là-dedans. Donc du coup, il faut pas prendre ça. Donc ça, voilà, je suis catégorique là-dessus, c'est non, prenez pas la tourbe de coco. Donc ça, c'est le seul inconvénient, c'est que vous pouvez pas mettre n'importe quelle plante dedans. Il faut mettre une plante adulte installée qui a déjà un bon système racinaire dedans. Pas des graines, pas des petites boutures sans racines. Voilà, si vous faites du bouturage en terreau, voilà, c'est pas fait pour ça, clairement. Hein. Donc du coup, non. Et ensuite, bon, j'avais noté aussi comme précautions à prendre dessus, mais ça, voilà, il faudra se référencer sur les paquets, c'est de vérifier bien sûr la quantité de sel via la conductivité. Si elle a une conductivité qui est faible, ça vous pouvez l'utiliser pour vos boutures et pour votre germination de plantes. Mais voilà, si elle est inférieure par exemple à 0,3, 0,5, là vous êtes bon. Si vous êtes à 2, 3, là c'est beaucoup trop, le prenez pas quoi, clairement c'est pas fait pour ça du tout. Donc, du coup voilà, c'était les précautions à prendre par rapport à ça. Et voilà. Mais sinon, sachez que c'est une excellente alternative à la tourbe si vous êtes plutôt rayon écolo. Donc voilà, moi je vous le recommande si vous êtes prêt à payer plus cher. Moi j'en trouve difficilement ici alors qu'on est dans le pays du coco. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je désespère pas, j'y travaille. Ensuite, on va partir sur l'humus turbeux. Alors, l'humus tourbeux, excusez-moi, j'ai mal prononcé, c'est tout ce qui est sphaigne noire mélangé à de la terre noire. Alors, c'est des terreaux en hyper décomposition. Heureusement, ça se trouve pas, c'est pas hyper disponible comme ça parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur ce type de machin. Donc, ne l'utilisez surtout pas. Il a effectivement une excellente capacité de rétention et d'humidité. Par contre, au niveau de la porosité, c'est un peu comme les terreaux à semis en fait. Je trouve qu'au niveau de la porosité, c'est très compact. En fait, vous arrosez, ça se tasse d'un coup. Vous avez plus d'air dedans. Le drainage, il est très moyen. Vous voyez l'eau qui s'écoule, mais hyper difficilement. C'est-à-dire, ça reste en surface parce qu'une plombe avant que ça commence à s'écouler. Alors ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'humus tourbeux, ça il faut pas prendre seul, il faut vraiment le mélanger en très petite quantité. Moi je vous conseille plutôt en type d'amendement, mais vraiment ça j'utilise quasi pas. C'est tellement trop difficile à gérer que voilà. Vous allez le retrouver sous l'appellation pit muck, il me semble, petite pit muck, oui c'est ça. C'est vraiment pas bon quoi. Non. Vraiment avec précaution et en très faible pourcentage, vraiment pour avoir de l'acidité et tout ça, mais sinon pas du tout, c'est vraiment pas top. Ensuite, vous avez les composts. Alors, les composts, je vous en ai jamais vraiment parlé, mais sachez que je les utilise, les composts, parce que j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment... ça se travaille très bien. Par contre, moi, ce que je déplore, c'est souvent la qualité des composts. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je vous en parle pas, parce que c'est difficile de trouver quelque chose qui vous pond un super compost hyper fiable. Mais je sais qu'il en existe sur le marché. Pour le moment, on n'est pas sur les composts, parce qu'il faut que j'aborde toute la partie engrais, pH et tout ça, et les substrats avant d'aborder la partie compost. C'est en avantage, ressources renouvelables, qui est aussi une bonne source de nutriments parce que c'est du compost, donc les fertilisants sont déjà compris dedans. Bonne capacité de rétention, bonne capacité d'échange, donc bonne conductivité, donc excellent fertilisant à l'intérieur. Ça peut remplacer la tourbe. Donc voilà, vraiment ça peut remplacer la tourbe, mais le pH est voilà, le pH est un petit peu plus élevé, c'est pour ça que ça peut remplacer la tourbe. Le principal avantage du compost, c'est que c'est une matière qui est déjà vieillie. Et comme elle est vieillie et qu'il y a moins de matière organique, donc d'activité, le top, ce qu'il y a dedans, c'est que vous développez moins de maladies organiques, enfin moins de maladies. Donc c'est-à-dire que vous avez moins de maladies fongiques dessus, moins de maladies bactériennes, puisque c'est moins propice à la comment ça, je trouve pas mes mots, pour faire proliférer ce type de maladie. Donc tout ce qui est matière vieillie justement, c'est parfait pour
ça. Donc c'est-à-dire que vraiment vous n'avez pas les champignons qui s'y collent facilement, c'est vraiment pas propice pour eux, pour leur culture. Vous n'avez pas les maladies bactériennes, ça retient pas, même si ça a une bonne capacité en humidité, il n'y a pas tous les micro-organismes qui peuvent les faire proliférer. Donc du coup ça c'est génial pour tout ce qui est, plutôt que d'utiliser du charbon où vraiment c'est pas prouvé, moi je vous recommande plutôt l'utilisation du compost pour éviter les maladies fongiques. Si vous êtes vraiment atteint des maladies fongiques ou des maladies bactériennes, ça c'est le top, c'est le compost. Vous pouvez en mélanger un petit peu dans vos pottings. Le seul problème, c'est comme c'est des matières vieillies, même si ça a une bonne... Voilà, il y a beaucoup de fertilisants à l'intérieur. Ce sont des fertilisants, attention, ce n'est pas du NPK. Ça peut refixer l'azote. Donc, c'est-à-dire que ça peut choper. Vous avez moins de redistribution d'azote pour la plante. Donc, c'est-à-dire que les engrais seront beaucoup moins efficaces dessus. Donc, voilà, c'est un des principaux inconvénients du compost, puisque lui, c'est plutôt fertilisation que NPK. Et lui, en fait, il dérobe généralement l'azote des plantes. Bon. C'est un inconvénient, mais sachez-le. Voilà. Ensuite, pour les précautions, voilà, on va en revenir à la fabrication des composts. Ça, je vous ferai une autre vidéo sur les composts. Mais sachez que le compost, en fait, vous avez plusieurs types. Vous avez le compost voilà, de fumier, de volaille, de tout ce que vous voulez. Et donc certains composts, il faut utiliser une très faible quantité, puisque si la conductivité est très élevée, vous avez beaucoup de sel à l'intérieur. Donc du coup, si vous en mettez une grosse portion dans vos pottings, ça va juste pas être bien pour la plante, puisqu'elle va être saturée en sel. Donc du coup, il y a par exemple celui de volaille, de fumier, il y a une conductivité énorme. Donc pour cela, très très faible quantité, mais vraiment que dalle. Pour amender, moi je m'en sers comme amendement plutôt, mais vraiment que dalle par rapport au bas de guano, où lui vous pouvez y aller beaucoup plus, puisque la redistribution est plutôt de type moyenne. Donc du coup voilà, moi je préfère vraiment le bas de guano, hein, pour vous dire sur les effets des plantes en pot. Mais ça voilà, je vous en reparlerai un autre jour. Ensuite, je pense que la vidéo, je vais essayer de vous la faire en 30 minutes, donc j'ai plus que 4 minutes pour vous parler voilà, du reste. Je vais vous parler aussi du lombricompost, du turicule, comme on les appelle en agriculture. Donc c'est d'une ressource renouvelable, bonne source de nutriments, pareil, contient des micro-organismes qui sont très très bien, donc bonne fertilisation. C'est très très cher le lombricompost. Faites quelque chose, baissez les prix s'il vous plaît, et surtout voilà, ça peut augmenter la densité du mélange, donc c'est à dire que le mélange il devient beaucoup plus lourd à l'arrosage. C'est pas vraiment un gros inconvénient, mais ça veut dire que vraiment votre truc il devient énorme au moment de l'arrosage, comme une éponge qui se gonfle. Donc c'est voilà, c'est un petit peu relou, mais en gros lui pareil que le compost, faible pourcentage. Moi généralement je mets pas plus de 15%. Parce que vraiment la conductivité elle est tellement énorme que voilà, je ne veux pas saturer mon terreau en sel. Donc du coup lui c'est vraiment très faible pourcentage. Généralement je suis entre 5 et 10, mais pas plus. Vraiment pour tout ce qui est compost, 5 et 10, pas plus. Retenez, pour tous les composts. Et ceux vraiment à une forte conductivité, c'est encore moins. C'est 2%, même pas, c'est rikiki. Ensuite, nous avons les écorces vieillies. Donc, on en arrive à une fameuse écorce de pin, écorce de coco. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les écorces de coco, c'est des écorces jeunes, donc pas travaillées. Et les écorces de pin sont plutôt des écorces vieillies. Donc, après, en écorce de pin, vous avez plusieurs types d'écorces. Donc, vous pouvez avoir écorce de pin jeune, écorce de pin vieillie et tout ça. Sachez que les écorces de pin vieillies, c'est pareil. L'avantage que vous allez avoir, c'est que c'est une ressource qui est renouvelable, puisque vous allez la retrouver comme ça. Le coco aussi, c'est pas vraiment un souci pour ça. Mais par contre, comme c'est une écorce vieillie, ça dérobe les nutriments à la plante. Donc c'est-à-dire que ça fixe l'azote pour eux. Donc ça c'est chiant, c'est chiant. On en arrive à tout ce qui est, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'un gros pourcentage d'écorce de pin va faire que l'azote, ça va repartir du côté des écorces et la plante elle aura plus rien. Donc du coup c'est pour ça, si vous utilisez des écorces de pin, mettez un plus faible pourcentage, surtout des écorces de pin vieillies, plutôt que des écorces de coco. Les écorces de coco c'est du vrai organique, donc c'est encore jeune, donc ça va se décomposer et tout ça, donc du coup ça va libérer pas mal de nutriments. Et donc pour le coup, moi je préfère les écorces de coco qui retiennent bien l'humidité et surtout qui est capable de redistribuer ses nutriments et son azote correctement et faire un bon job de drainage. Et surtout, alors pour les deux écorces, bon, on en revient au problème, c'est les sciarides. Ça attire les sciarides, les deux.
que ce soit les écorces de pin, les écorces de coco, vous aurez le problème des cyarides avec. Donc du coup vous pouvez pailler, donc ça je vous l'ai dit, avec du substrat technique d'aquarium, donc ça c'est génial, hein, 2 cm de substrat technique d'aquarium, hein, pour plantes d'aquarium, ça marche très bien, pH super bon généralement, plutôt acide, donc du coup, et si ça tombe dans le terreau, il n'y a pas de souci. Et donc toujours limiter le pourcentage, c'est à dire que le coco vous pouvez monter à 40%, c'est pas un problème. Et pour le pain, moi je limiterais plutôt entre 20 et 30, pas plus, mais vraiment pas plus, vraiment ça chope l'azote. Vous avez beau balancer de l'osmocote dedans, l'osmocote va se faire pomper par les écorces. Donc en gros voilà, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, qui ai inventé ce truc, vraiment c'est basé sur les sites que je vous ai cités tout à l'heure. Donc ça a été testé avec de l'osmocote et tout ça, avec tous les types d'engrais, et la conclusion générale c'est que vraiment les écorces vieillies, ben, ça pompait l'azote des plantes, j'y peux rien. Et ensuite on va en arriver enfin à la perlite vermiculite. Donc ça je vous ai fait des vidéos et des vidéos et des vidéos. Donc du coup sur la perlite, sachez que c'est vraiment un drainage hyper efficace avec une excellente porosité, et donc apporte beaucoup d'oxygène à vos plantes, et que vous pouvez, les pourcentages sont modulables en fonction des régions, donc c'est à dire team nord beaucoup plus, team sud beaucoup moins, mais sachez que voilà, c'est hyper bien pour le drainage. Et surtout, le problème, donc ça c'est un inconvénient, il n'y a pas de précaution à prendre avec ça, c'est génial, ça s'utilise très bien partout. Faites attention au niveau de la poudre, parce que quand vous en prenez plein, vous avez plein de poudre dans la figure, mais sinon c'est super bien. Le seul truc c'est que ça apporte pas de nutriments, il n'y a pas de minéraux intéressants là-dedans, enfin bref, voilà, hein, c'est juste un substrat minéral qui a été expansé, et donc du coup voilà, ça retient bien, ça retient l'eau, mais c'est sur ça offre surtout des qualités d'oxygénation. Donc ça c'est la perlite. La vermiculite par contre, c'est pas du tout la même chose. Essayez pas de me remplacer la perlite par de la vermiculite ou l'inverse, hein. La vermiculite se remplace pas par de la perlite. Donc pareil, excellente porosité, c'est des couches de silicate en fait qui sont expansées, donc pareil ça fait des espèces de micro-couches, et entre elles il y a l'eau qui rentre à l'intérieur. Ça retient les nutriments, contrairement à la perlite, tout simplement. Pourquoi? Puisque je vous ai dit que l'eau ça rentrait dedans, donc du coup forcément les engrais et tout ça, ça va là-dedans, donc ça reste là-dedans, donc ça retient les nutriments et ça les redistribue à la plante. Donc c'est pour ça que le semi-perlite, semi-vermiculite a été inventé pour ça, parce que vous avez des capacités de nutrition que vous n'aviez pas en full perlite. Donc du coup voilà, j'ai juste associé les deux, les avantages des deux. Et donc j'ai été encore interrompue. Enfin bref. Excellente capacité de rétention en humidité. Et excellente source de calcium et de magnésium, parce que ça retient tout simplement les nutriments. Donc du coup voilà, la vermiculite ne se fera jamais remplacer par la perlite, puisque c'est pas du tout les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Les inconvénients, vous l'avez dû le remarquer, parce que je vous ai fait acheter un truc cher et vous avez dû remarquer que c'était un petit peu cher. Alors il y a Chef Langoustin qui m'a donné un petit tips, un petit tuyau, et je pense que je vais vous le donner puisque George a plein de bons tuyaux. George a bon tuyau en fait. Excuse-moi Chef Langoustin. Lui il achète sa perlite vermiculite déjà mélangée à Leroy Merlin. Je l'ai pas testé, et voilà, je vous donne le truc si vous trouvez que la vermiculite seule coûte trop cher. Lui il achète comme ça, il la teste et il l'utilise sur ses substrats et ça fonctionne. Donc du coup voilà, si vraiment vous voulez acheter des gros trucs de 15 000 kilos, allez-y, c'est là-bas, c'est pas très cher, c'est chez Leroy Merlin en gros. Donc vous le verrez sur perlite vermiculite, tout mixé, tout mélangé déjà. Donc du coup voilà, Chef Langoustin le prend là-bas, donc c'est parfait. Elle doit être mélangée plutôt avec soin, puisque vous savez que moi j'utilise de la grosse qui vient des animaleries pour les terrariums, et j'utilise de la fine qui vient de chez Masso Garden. Donc du coup faites attention, sur la grosse elle a tendance à s'y mettre un petit peu, donc du coup évitez de trop la manipuler. Moi j'aime pas manipuler là avec des gants. Les précautions qu'il faut prendre avec la vermiculite, c'est justement que certaines vermiculites peuvent avoir de l'amiante, et ça je vous l'ai dit, je vous ai dit ne la respirez pas. Ça tombe bien, on a tous un masque à l'heure actuelle, donc du coup voilà, ne la respirez pas, manipulez-la très loin des enfants, de tout le monde. Si vous devez la manipuler, portez des gants. Et en gros voilà, l'amiante, il peut y avoir 2 à 3% d'amiante dedans, donc la vermiculite s'utilise avec précaution.
Même si je vous le fais faire, sachez que celle de Massou Garden normalement ne contient pas d'amiante, puisque elle est faite pour les jardiniers amateurs, donc il y a 0% d'amiante, c'est fait pour. Mais si par exemple celle de Leroy Merlin, je sais pas, peut-être qu'il y a de l'amiante dedans, c'est pour ça que j'ai pas, faudrait que je fasse des recherches, je vous la donne, mais vraiment faudrait que je me renseigne aussi un petit peu. Sinon allez voir Chef Langoustin, allez le voir pour lui demander si c'est possible ou pas. Mais moi je ne suis pas la référence en ce qui concerne ce mélange de Leroy Merlin. Mais comme c'est beaucoup moins coûteux, ça peut être intéressant pour vous. En gros, voilà, donc c'était une énorme longue vidéo sur les substrats, mais j'espère avoir vous dépatouillé un petit peu tous les trucs. Alors, je vous ai pas tout mis sur dedans parce que sinon, une vidéo d'1 heure. Sachez qu'il y a encore plein d'autres mélanges, plein de types de substrats comme les mélanges argileux, les mélanges à base de sable, les mélanges, il y en a une tonne. Donc, je vous ai repris les principaux uniquement, c'est-à-dire ceux qui existent sur les marchés, et ensuite vous pouvez faire vos pottings avec ces informations. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu tous les éléments pour créer et bidouiller vos trucs, parce que ça va être le printemps et vous pourrez bidouiller vos mélanges. J'ai hâte de vous voir créer vos petits trucs là, parce que je sens qu'on va rigoler. Mais voilà, le but étant que quand même mon compte reste un compte conseil. Et que même si je fais des coups de gueule, je continuerai à le faire. Mais je vous ferai avec des coups de gueule quand même. Parce que c'est pas juste qu'on me copie. Et qu'il y a beaucoup de comptes, et ça je vous le dis sincèrement, comme Chef Langoustin, comme la Grisnista, tout ça, qui se refusent maintenant à donner des conseils libres et gratuits, tout simplement. Parce qu'ils se sont fait pomper leur race. Et que c'était hyper agaçant pour eux. Et je les comprends énormément. Même moi, parfois, j'ai juste envie d'arrêter. Je vous le dis, j'ai envie d'arrêter parce que j'en ai marre de me faire copier tous les 4 matins par des gens qui essayent de surfer sur ce que je fais, sur mon travail et tout ça. Mais faites autre chose, bordel. Enfin, je sais pas. Faites vos propres mélanges, parlez d'autre chose, je sais pas. Faites des jolies photos, mais arrêtez de rebondir sur ce que je fais, tout ça. Et il y en a qui vont me traiter de parano, mais non, je suis pas parano du tout, puisque voilà, un coup ça va, 2 fois ça commence un petit peu à titiller, 3 fois là ça devient tu fais quoi là? Et au bout de la 10e fois, là, j'attaque. Donc voilà, c'est pas des trucs que j'ai remarqué une fois, c'est des trucs assez redondants sur ces comptes. Donc du coup, voilà. Donc à bon entendeur, salut. Et en attendant, moi je vous fais des énormes bisous. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon Instagram. Et je vous fais des énormes bisous et à bientôt.